juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un superbe podcast dans les oreilles, eh bien je t'invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/livre. Tu vas pouvoir découvrir le livre Devenir triathlète que l'on a rédigé à 7 mains sous la direction d'Olivier de Scooter et dans lequel on t'explique comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Allez, on arrête de parler, c'est parti. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Aujourd'hui, je reçois un grand nom du triathlon et grand aussi, en tout cas dans mon écran de contrôle de visio. Il a l'air très grand, très musclé. On va pouvoir parler de tout ça avec lui. Je veux parler de Cédric Ludé. Salut Cédric. Salut Armano, merci beaucoup de me recevoir sur ton podcast. Je t'en prie. C'est vrai que en visio, tu fais un peu peur en fait. Je me dis que si j'étais à côté de toi... Peut-être pas trop, mais grand, ouais. Je pense que sur les départs, à chaque fois, je dois être le plus grand. 1m98, ouais. C'est pas trop grand ça pour faire du triathlon ? Non, bah, y en a qui disent que c'est de la triche parce que ça m'aide en nade, ça m'aide à pied, j'ai des plus grands segments à vélo, mais bon, ça passe. Ouais, bah c'est vrai que quand toi tu mets un coup de jambe, en fait moi je dois en mettre 4 ou 5, déjà parce que toi tu sais bien nager, et puis moi parce que je fais 40 cm de moins que toi. Ouais. Ah non, 30, allez. Bon écoute, on n'est pas là pour parler de taille, on est plutôt là pour parler de toi, pour parler de ta pratique du triathlon et de ce que tu fais à côté. Alors la première question elle est toute simple, et je te demande qui est Cédric Ludé ? Dis-nous tout. Yes. Donc Cédric Ludé, j'ai 27 ans, j'habite en région parisienne à côté de Versailles et je suis ingénieur aéronautique dans la vie. Et donc en parallèle, moi, je fais un peu de triathlon. J'ai commencé... Un peu, quelle modestie. Ouais, mais c'est pas mon job, hein. Et ça reste comme un loisir qui prend de plus en plus de temps et qui devient de plus en plus sérieux. Mais ça va faire 8 ans que je fais du triathlon. J'ai commencé à Versailles Triathlon et j'y suis toujours. Voilà, j'ai fait beaucoup de sports autres avant, des sports co, des sports individuels. Mais je me suis mis sur le triathlon un peu sur le tard, du coup à 19 ans. Et depuis, j'ai pas lâché et je continue de plus en plus, quoi. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un sportif qui fait pas du triathlon se met au triathlon ? Est-ce que tu as commencé par être un nageur ? Est-ce que tu as commencé par être un cycliste ? Est-ce que tu as commencé par être un coureur ou pas du tout ? Tu t'es décidé un jour à pousser les portes d'un club et à tester le triathlon et donc ces 3 sports ? Aucun des 3 et un peu des 3. En fait, je cours un peu, mais je faisais peut-être un footing par Tu serais semaine. pas un peu normand, toi ? Non, c'est pas ça ? Non, mais je courais un tout petit peu et j'avais fait 1 ou 2 10 km avant, quoi. Au lycée, je nageais un peu, je nageais 2 fois 1 heure par semaine. Mais c'était pas du tout mon objectif compète. Et je faisais du VTT avec mon père le week-end, quoi. Mais on faisait 2 heures max. Et un jour, je me suis dit, en école nager, je fais les 3. Je pense que je suis pas trop mauvais en endurance. Je vais commencer à essayer. Je me suis licencié à Versailles. Et c'est là que le déclic s'est fait. Alors attends, parce que t'as été trop vite là. Tu t'es dit, tiens, je suis pas trop mauvais, je vais essayer les 3. Tu pousses la porte du club. Comment ça se passe ? Comment tu commences ? Est-ce que tu commences à mettre beaucoup plus de natation, beaucoup plus de course à pied, beaucoup plus de vélo ? Tu découvres un peu Non. Au début, en fait, je faisais ça au feeling. Je suivais les entraînements de club. Mais quand je faisais une semaine à 6-7 heures d'entraînement, je me disais, putain, c'est énorme. Je suis déjà crevé. J'étais en école nager aussi au parallèle. Donc j'avais un peu de travail quand même. Et je l'ai rentré comme ça. Je me suis fait des potes au club. Et au fur et à mesure, on se prend en jeu. Je faisais des S au début, j'ai fait mon premier M. En 2018, j'ai dû faire mon premier half, vélo de route et tout. Et au fur et à mesure de s'équiper, prendre du matos, les entraînements avec les copains, voilà, c'est devenu mon mode de vie. Ouais, forcément, du coup, t'as eu beaucoup plus de cercles d'amis, de proches dans le triathlon qu'ailleurs, ou t'as toujours un équilibre entre les amis proches d'avant le triathlon, les amis triathlon, et puis le cercle professionnel ? Ouais, c'est un peu ça. Moi, j'ai toujours mes potes d'école et tout. Ils sont un peu sportifs, mais pas trop dans la sphère triathlon. Et maintenant, j'ai une bonne bande de potes autour du triathlon avec qui je m'entraîne dans le coin. Ce qui me soulage quand même pas mal aussi de charge mentale, de pas avoir tout le temps m'entraîner tout seul. Ça fait un peu ce que j'appelle, c'est pas des sparring partenaires, mais c'est vraiment cool de pouvoir s'entraîner en groupe et d'avoir, je dirais, ces 2 sphères-là, la sphère, je dirais, privée avec des potes qui parlent pas trop de triathlon, le boulot, et après la sphère vraiment triathlon, quoi. Et au boulot, non, t'as pas réussi à trouver des triathlètes ? Parce que ça devient de plus en plus de mainstream. Si, bah, on a une section triathlon au bureau, donc ouais, même à la pause déj le midi, j'ai toujours quelqu'un pour faire le footing ou la séance. Ouais, c'est vrai que ça doit être sympa. Après, pour être ton sparring partner, il faut quand même en avoir sous la semelle, non ? Bon, ça va dépendre des séances. Mais généralement, ça peut suivre. Ouais, et puis bon, c'est vrai que l'avantage du triathlon, que ce soit un entraînement natation ou un entraînement course à pied, en général, on est au même endroit. Donc, à la limite, si tu veux faire des 400 à fond en natation, t'en feras 10 et j'en ferai 6. Et puis, en course à pied, c'est pareil. Exactement. Si tu veux faire 12 tours de piste, j'en ferai 6 et puis toi, tu feras tes 12 tours.
Bon, en compétition, c'est autre chose. Hein. Du coup, en compétition, c'est le nez dans le guidon, pour ainsi dire, et puis le premier qui arrive qui a gagné. Tu nous partages un petit peu justement tes faits d'armes, ton palmarès? Yes. Donc là, je vais commencer ma deuxième saison en pro. En 2023, c'était la première. J'avais juste fait les Sables d'Olonne justement pro en 2022. J'avais eu l'opportunité d'avoir un dossard pro et je fais 16e ou 17e, ce qui m'a convaincu de passer, je dirais, full sur le circuit pro en 2023. Et Attends, 16-17 en 2022 parmi les pros, c'est ça, ouais. pour ta première course Pour pro? ma première course pro, ouais. Ouais, j'étais super content. Je fais une bonne course. Un bon semi, je fais une 16 au semi, c'était mon meilleur semi à l'époque. Donc je me suis dit, bon, bah go, je tente le coup d'aller sur le circuit pro, ce que j'ai fait en 2023, où j'en ai peut-être du coup un peu trop fait en 2023. J'ai commencé Challenge Fréjus, je fais 7e, là j'étais super content. Après je suis à la Varsovie, ce qui était ma première course à l'international, je fais 9e avec une chute à vélo. J'étais quand même content et après c'était compliqué la suite de la saison. Je suis allé au Sable d'Olonne, à Tallinn, où j'ai vraiment pas fait des bonnes courses. Et pour me remonter et changer les idées, je dirais, j'ai fait l'Ironman de Cascais en fin d'année, qui était mon premier Ironman. Où là, je suis vraiment content. Je fais 8h41 pour mon premier Iron, avec pile poil le marathon sous les 3 heures. Et c'est ce qui m'a donné envie de la continuer en pro, réessayer l'Ironman en 2024. Bon, j'imagine que dans le cadre de la prépa full, il va y avoir quelques 73. Tu as déjà une visibilité sur ton programme en 2024? Yes, carrément. Bah, je vais participer au circuit, le nouveau circuit longue distance là, qui s'est fait avec l'assaut Triathlon. Donc je serai présent à Lacano. On va en parler, Lacano, Épernay et Royan en fin de saison. Normalement, j'irai peut-être sur le 73 Dex aussi. Voilà, sachant que mon gros objectif, ça va être début juillet à l'Ironman Challenge Roth en Allemagne. Bon, ça c'est un beau morceau. Ça. Quand on est européen et qu'on parle triathlon et qu'on veut rester en Europe, donc on oublie un peu Hawaï, mais par contre Roth, ça reste. Alors c'est pas un label Ironman, mais sur la distance, c'est un beau morceau. Ouais, c'est une course mythique en Europe. Il y a toujours des super startistes. Le parcours est rapide. Il paraît que l'ambiance est folle. Et c'est un truc encore plus motivant que d'aller faire un Ironman, je dirais pas lambda, mais quand tu vas faire Roth, c'est un peu comme Embrun ou Nice ou Hawaï, peut-être pas quand même, mais c'est un truc connu, tu sais que tu vas vivre une expérience, quoi. Ouais, bah, je vais pas te le survendre, mais c'est vrai que Roth est connu pour ça. Ouais. C'est une très très belle ambiance. Et puis les Allemands, ils ont le sport quand même en eux, et c'est des super supporters, Ouais, surtout à ils ont Roth. quelques champions du monde sur Ironman récemment aussi. Ouais. Puis ils en ont eu un qui est resté longtemps en haut de l'affiche Voilà. aussi. Ça aide. Bon, on est rentré très vite dans le 73 dans l'Ironman. Comment est-ce que tu switches de tes débuts en triathlon, où tu intègres le club de Versailles, jusqu'à ton premier 73? Qu'est-ce qui t'a amené par là-bas, tout doucement, vers du plus long? C'est pas la taille que tu mesures? Non, je pense qu'il y a deux facteurs. Il y a le facteur que j'ai toujours été meilleur sur les efforts longs. Je pense sur des capacités d'endurance à tenir un effort élevé longtemps. Et le deuxième, c'est mon niveau en natte. Par rapport à mon niveau à pied à vélo, mon niveau en natte est pas terrible, je dirais, même si ça reste correct. Mais dans les pros, je sors souvent dans le dernier tiers, voire le dernier quart, quoi. Et donc, c'est pas une surprise, le longue distance, que ce soit Half ou Ironman, la partie natte est beaucoup moins importante par rapport au vélo course à pied. Alors que sur les courses S ou M, dès qu'il y a du drafting, j'étais un peu perdu dès la fin de la natte, quoi. J'étais pas dans le bon pack à vélo et à pied derrière pour remonter c'était compliqué. Donc je me suis dit je vais tenter longue distance. Ça s'est bien passé. Je fais mon premier half en 2018. Bon, j'étais en vélo de route. Je fais un bon chrono et l'année d'après j'y retourne au même half et je gagne. Alors que j'avais acheté un vélo de chrono. Et là je me suis dit fin 2019 go je passe focus sur longue distance. Donc sur L principalement. L'aéronaute c'était encore très loin dans ma tête. Et bon, après, il y a eu le Covid en 2020, mais dès septembre 2020, j'ai pu refaire mes premiers halfs et c'est là que j'ai commencé à tourner pas mal. Oui, parce que là, tu nous as dit que l'année dernière, tu as commencé en pro et puis tu fais des top 10. Tu nous as pas parlé de victoire encore, mais par contre, avant d'être en pro, tu avais déjà quelques victoires à ton actif. Ouais, sur des triathlons, je dirais, régionaux, nationaux. Avant les sables en 2022, là, ce qui m'a mis en confiance pour les sables, c'est que j'avais fait deuxième à Lacano, deuxième au triathlon de Troyes. J'avais fini entre Denis Chevreau et Cyril Viennot. Donc là, je me suis dit, putain, ça commence à être pas mal en termes de résultats. Et pas mal des petites courses aussi en Ile-de-France où je suis monté sur le podium. Mais c'est un monde totalement différent par rapport au pro. C'est un truc qui m'a assez choqué
cette année, quoi. C'est pas du tout les mêmes physionomies de course, c'est le même niveau. Il y a un gouffre énorme. Bah, justement, restons-y là-dessus. Quelle est la différence entre être l'un des meilleurs amateurs, que ce soit dans sa catégorie d'âge ou même au scratch des amateurs, et puis de basculer vers le monde du pro? Bah, ça remet les pieds sur terre déjà. Et après, enfin, moi, je trouve ça kiffant parce que tu prends le départ en finale avec les meilleurs mondiaux, des mecs que tu vois sur Instagram, tu vois des vidéos sur YouTube. Et moi, je trouve Ouais, ça kiffant. tu sais que quand tu prends le départ avec eux, ça veut dire que t'en fais partie. Ouais, Hein. et c'est des mecs parfois que je vais voir sur les 200 premiers mètres de natte. Et après, pour aller voir au demi-tour à pied ou demi-tour vélo, je les vois pas beaucoup de la course, quoi. Mais ouais, non, ça me motive vraiment. Et la différence avec les groupes d'âge, moi, c'est déjà sur la Belle Iron, on est plus un départ mass start qu'en lane start. Après, il y a plus de dynamique de course, surtout sur les parcours roulants que j'ai l'habitude de faire. Moi, je suis pas trop un grimpeur. C'est à la limite des courses qui s'apparentent au court distance, où dès le début de la natte, tu peux avoir des packs qui sortent, mais qui restent tout le long du vélo. Même si on a 12 mètres, il y a quand même des petits effets d'aspiration et même psychologiquement d'être dans un groupe. Et donc, il faut être placé dès la sortie de la natte pour essayer d'avoir du monde à vélo. Et après, derrière, c'est chacun sa merde, je dirais, sur le semi. Ouais. Bon, il y a aussi un peu d'inspiration en course à pied, mais bon, ça c'est peut-être à d'autres vitesses. Ouais, quand on est derrière moi, il y a de l'aspi. Ça va, mais moi, j'ai rarement de l'aspi. Bah, disons que toi, t'as de l'aspi jusqu'au niveau du torse, Ouais, quoi. voilà. Ou peut-être même un peu en dessous. Et puis après, c'est toi qui prends tout le vent, c'est ça? Ouais. Remarque, ça doit pas être facile de prendre tes jambes en course à pied, parce que du coup, J'ai pas beaucoup de fréquence en fait. Vu que j'ai des grandes jambes, on me dit toujours, dès que je fais même des séances de fractionnés sur piste, à VMA et autres, je peux courir à 20 km/h. On me dit, putain, on a l'impression que t'es en footing parce que je mets pas de fréquence. Et est-ce que ce serait pas justement un axe de progression encore, de rajouter encore plus de fréquences? Ouais, tout à fait. En gros, là, cette année, j'ai commencé avec un nouveau coach. Avant, je m'auto-coachais. Et il me fait pas mal d'exercices de tout ce qui est cadence, fréquence, que ce soit en vélo, même en natte ou en course à pied. Essayer de travailler justement, travail de pied, mettre plus de fréquences, savoir adapter les fréquences aussi en côte. Plein de trucs comme ça. Et c'est des choses nouvelles que je découvre. Et je pense que ça va m'aider pour l'année prochaine, pour cette année. Alors attends, tu nous as placé ça comme ça, innocemment. Ouais, avant je m'auto-coachais. Comment t'en es venu à ça? Est-ce que dès le début, quand t'as signé à Versailles, enfin quand t'as pris une licence à Versailles, tu te débrouillais tout seul, tu suivais un peu les séances et puis après t'ajustais par rapport à ce que toi t'avais envie ou le temps de faire? Et à quel moment t'as pris un coach? Alors, Enfin, à quel moment tu t'es auto-coaché ouais. et à quel moment et pourquoi t'as pris un coach? Donc, en fait, au début à Versailles, je suivais les entraînements. Après, au bout d'un moment, j'ai pris un club d'athlé, puis un club de natte parce qu'à Versailles, il n'y avait pas forcément le niveau, je dirais, pour me tirer vers le haut. Et même les horaires d'entraînement collaient pas forcément avec mes horaires de boulot. Et donc, j'ai fait club de natte, club d'athlé. Et après, c'est moi qui faisais la planif, je dirais, globale de mes entraînements, essayer d'homogénéiser tout ça. Après, j'ai toujours fait mes entraînements vélo tout seul aussi, toute ma planif. Et jusqu'à aller début de l'année dernière, ça marchait bien. Je pense que j'ai réussi à progresser. Et l'année dernière, c'était, je pense, le point critique où je me suis dit, en fait, j'en ai trop fait en début d'année. J'arrivais à planifier ma charge sur 1-2 semaines, aller un mois, mais en fait, sur la saison complète, j'arrivais pas à trouver mon pic de forme, j'avais pas mes phases de repos. Je pense que j'en faisais un peu trop d'intensité. Et donc, je me suis dit, cet été, en fait, quand j'ai commencé au Sable d'Olonne, à Tallinn, à vraiment faire des mauvaises perfs, quoi, j'arrivais pas à sortir des valeurs que je faisais il y a 2 ans à vélo. Je me suis dit, moi, je vais essayer de trouver un coach. Et donc, j'ai commencé avec mon coach après l'Ironman, après ma coupure, donc depuis novembre. Là. Tu as jeté ton dévolu sur quel coach? Sur Romain Lieu, qui est de la team Multriman, donc qui entraîne aussi Jeanne Collomb, Yvan Jarige, et depuis cette année, Audrey Merle. Bon, des beaux noms qu'on a déjà eu dans le podcast. Alors, pas tous, mais quelques-uns. Ouais. Et ça se passe super bien, le film passe bien. Je suis content de ce qu'on fait à l'entraînement. Et même moi, je vois les progrès. J'arrivais à passer des bonnes semaines sans être fatigué, alors qu'avant, je pense que je faisais beaucoup trop d'intensité. Et ça laissait des traces, quoi. Bah, déjà, on sent l'ingénieur derrière, tu vois. T'analyses, t'es à même de t'auto-coacher. Puis il y a un moment, tu sais que t'arrives au bout, et donc tu vas chercher quelqu'un qui va pouvoir t'accompagner, t'aider, te faire progresser encore plus. Dans les axes de progression, tu nous as dit il y a la fréquence. Il y a aussi peut-être justement réajuster ce rythme, baisser le rythme pour en faire moins, mais de façon plus qualitative. Ouais, exactement. Là, on est sur travail surtout sur une méthode en fait qui est polarisée. Même très polarisé, où je fais beaucoup de basse intensité et quelques hautes intensités, mais la plupart du temps, je vais être tranquille. J'ai réduit le rythme de mes footings aussi
Au lieu de courir, avant, j'étais souvent à moins de 5 km mes footings. Maintenant, je suis plus à entre 5,10, 5,30, voire 5,40 parfois, quoi. Et je mets juste le chrono, le cardio, et je me soucie pas de l'allure. Je cours vraiment tranquille, plein de trucs comme ça. Pareil à vélo, ça sert à rien de se mettre au carton à chaque fois. Et ça, c'est un truc que tu as appris avec ton nouveau coach ou c'est quelque chose que tu savais déjà mais tu avais du mal justement à le mettre en pratique? Non, non, enfin, entre guillemets, je le savais. Oui, il faut pas s'entraîner tout le temps à fond, mais là, j'ai commencé à mettre le cardio aussi en novembre. Quand je m'auto-coachais, je faisais tout aux sensations. J'avais un capteur quand même de puissance à vélo, mais j'avais jamais le cardio. Je regardais rarement aussi les puissances en course. Je faisais vraiment tout aux sensations. Et donc là, d'avoir peut-être une approche un peu plus scientifique, où j'ai le cardio, j'ai l'allure, j'ai la puissance. On a fait aussi des tests un peu physiologiques là, en début d'année pour avoir des valeurs de lactate et mes seuils cardiaques. Ça m'aide dans la gestion de mon entraînement et là, toute la planification. Justement, quand tu t'auto-coachais, qu'est-ce qui faisait que tu partais à la sensation, ok, mais même en partant à l'association, tu aurais pu te dire, sur 6 séances d'entraînement de course à pied, par exemple, je vais courir beaucoup plus lentement pour être vraiment en aisance. Or, tu disais, tu courais souvent en dessous de 5 au kilo. Qu'est-ce qu'il y avait en toi qui faisait que tu allais quand même à la sensation, mais peut-être un peu trop fort, un peu trop vite? Ouais, c'est dur à dire. Je me disais, je me sens bien, autant courir à cette allure-là. Alors que maintenant, je me dis, je me sens bien. Et je me dis, ok, là, tu restes vraiment tranquille, limite à pas transpirer, pouvoir parler tranquille, enfin, doucement, enfin, facilement avec les autres personnes. Et revenir de l'entraînement, revenir de 1 heure de footing sans être chargé ni rien, comme si j'avais quasiment rien fait, mais j'ai travaillé, quoi. Ouais, c'est plus sympa aussi pour tes collègues l'après-midi, comme ça Voilà. t'évites de dormir quand tu rentres au bureau, quand tu fais le footing du midi, c'est ça? Voilà, c'est ça. Tu me disais tout à l'heure en off qu'aujourd'hui, c'est le jour où on enregistre, c'est un jour tranquille pour toi. Enfin, tranquille. C'est un jour où tu te poses un peu parce que tu bénéficies d'un aménagement en termes de temps de travail. Est-ce que c'est toi qui as été te chercher auprès de ton employeur? C'est ton employeur qui te l'a proposé? Enfin, comment ça marche? Non, c'est moi qui ai demandé à mon employeur, là, à partir du 1er janvier, de passer au 4/5e. Donc en gros, je travaille du lundi au vendredi comme tout le monde, j'ai un contrat cadre. Et donc j'ai pris mon mercredi en off, puisqu'on a conclu avec l'ingénieur, avec mon coach qui était le mieux. Ça me permet de faire lundi, mardi, tranquille après le week-end, refaire une bonne journée de mercredi, jeudi, vendredi enchaîné, et après un gros week-end. Et donc ouais, ça me permet vraiment de dégager du temps, ça me permet aussi de caler des rendez-vous là, comme le podcast, ou d'aller voir des partenaires, d'aller faire des rendez-vous médicaux. Chose que je faisais avant sur la pause déj, le soir, qui me faisait donc sauter un entraînement, et c'était tout dans le rush. Et là, moi, ça me permet de me poser, faire les choses plus tranquillement et surtout avoir un peu de recul. Bon, est-ce que du coup, ton employeur est un de tes sponsors, c'est-à-dire que tu es à 4/5e mais tu es payé à temps plein ou du coup, tu rognes un peu sur tes revenus? Je suis payé 4/5e aussi, congé 4/5e. Il n'y a pas eu de négociation là-dessus, mais je suis en relation avec la communication à l'interne de ma boîte pour essayer de faire quelque chose, un article ou voir ce qu'on peut faire. Ouais. Mais jamais je serais payé, je pense, à 100%, je travaille à 80%. Non. Malheureusement. Du coup, tu compenses cette perte de salaire avec des partenaires, avec des sponsors qui, j'imagine, t'accompagnent aussi pour la construction de ta saison et les dépenses que tu vas avoir sur ta saison? Ouais, alors j'ai commencé à avoir des partenaires du coup en 2020 là, quand je me suis vraiment sur le tri. Jusqu'ici, c'était surtout du matériel, j'avais des roues, la nutrition, tout ce qui est études posturales, casque, tenue vélo et tout. Et donc cette année-là, je commence à avoir un peu de financier. C'est pas énorme, mais moi ça me permet un peu de soulager les frais de ma saison et la perte de salaire. Après, je cours pas non plus à fond derrière. Je suis conscient que je suis pas, je dirais, le top niveau français encore, donc j'ai encore mes preuves à faire. Mais là, je vais essayer aussi cette année, notamment avec le circuit national, là, d'aller chercher quelques primes. Là-dessus, je pense que ça peut être intéressant. Et on va voir ce que ça donne. Je ferai le bilan en fin de saison, bilan financier, voir si le 4/5e a été entre guillemets rentable. Ouais, parce que tu as toujours la possibilité négocier avec ton employeur si finalement ça n'a pas été si rentable que ça de revenir à un temps plein d'ici quelques temps. Ouais, j'ai signé un avenant de contrat de 1 an. Donc si je vois que ça marche pas, je peux revenir en arrière. Mais enfin, vu comment c'est parti, je pense pas que ça sera le cas. Je vois que c'est vraiment avantageux, que ça me dégage énormément de temps pour m'entraîner, mais moi, charge mentale, c'est mieux. Je peux dormir déjà plus tard le mercredi que les petits trucs comme ça qui jouent en la faveur du 4/5e. Je pourrais même plus tard peut-être passer 3/5e, voire mi-temps,
Mais ça, c'est vraiment si ça marche bien en tri, quoi. Ouais, tu disais c'est des petits trucs qui t'aident bien, mais finalement ce sont ces petits trucs, le sommeil, la charge mentale, mieux placer les entraînements, ne pas, là on revient un peu sur la charge mentale, mais ne pas te prendre la tête pour tout placer au chausse-pied, voire même faire sauter des entraînements. Ça fait partie aussi des éléments de la performance dans ta progression pour le triathlon. Ouais, je suis persuadé, moi, que la performance, c'est un tout. Tu peux être le meilleur entraînement, mais derrière, si tu dors mal, si tu manges mal, si tu es tout le temps stressé entre les entraînements, ça va pas le faire. Et c'est un truc que l'hiver dernier, j'ai travaillé avec un préparateur mental là-dessus, parce que justement, j'étais un peu stressé, même que ce soit avant les courses, ou c'était tout le temps là un peu le rush. Le soir, je me dépêchais à l'entraînement pour après le boulot, parce que je voulais pas partir trop tôt non plus du boulot. Le soir, je me dépêchais de rentrer, j'avais quand même ma copine, même si elle est sportive, qui était à la maison, je vais pas rentrer trop tard. Le midi, pareil, à la pause déj, les footings ils étaient un peu chronométrés, parce que si j'ai une réunion à 14h, faut pas que je traîne trop à la douche, à la cantine derrière, des trucs comme ça, quoi. Donc toujours un peu stressé, et avec le préparateur mental, il m'a appris justement à avoir du recul, mieux gérer les choses, mieux gérer son emploi du temps, plein de choses comme ça, des techniques de relaxation qui font que maintenant je maîtrise, je dirais, mieux le sujet et mieux mon emploi du temps. Bon, t'as le droit de citer le nom de ton préparateur mental, hein, si tu veux, tu peux lui rendre hommage. Il s'appelle William Dedon. Justement, il vient de commencer là. En gros, moi je lui servais pas de cobaye, mais il faisait sa formation. Et donc, pour sa formation, il avait besoin d'athlètes, entre guillemets, de haut niveau, même si je suis pas haut niveau, comme on l'appelle au titre du gouvernement. Et donc, disons que t'es pas listé pour l'instant sur les listes ministérielles. Je suis jamais listé en longue distance, on peut pas être. Je pense pas qu'on peut être listé vu que c'est pas sport olympique. Mais après, je dis peut-être des bêtises, je me connais pas trop là-dessus. Et en gros, il faisait sa formation, il m'a gentiment proposé de m'accompagner tout l'hiver en fait gratuitement pour lui sa formation. Et derrière, il avait les formateurs qui lui disaient quoi faire avec moi, si c'était bien ou pas, qu'il fasse pas n'importe quoi quand même. Et ça s'est super bien passé, il habitait à côté de chez moi. Et on a fait ça pendant 3-4 mois, je pense. Et ça m'a vraiment donné plein de petits tips, des astuces sur comment gérer dans la vie de tous les jours, mais aussi avant la course, pendant la course, après la course. Plein de choses comme ça. Qu'est-ce qui se passe si jamais je crève, comment je gère mon stress, comment faire monter mon rythme cardiaque avant la course, des exercices de respiration, plein de trucs utiles comme ça. Ouais, c'est pas mal ça. Même comment savoir monter son rythme cardiaque juste avec des techniques de préparation mentale et pas forcément en s'écharpant, en s'échauffant comme un bourrin en courant ou en faisant du vélo avant le départ. Ouais, voilà, mais tout en gardant un niveau de relaxation aussi suffisant pour pas être hyper tendu. C'était vraiment intéressant. C'est des trucs que je connaissais pas du tout avant. Ouais, donc ça rentre dans les paramètres de performance. Tu parlais de la nutrition aussi tout à l'heure. Tu portes une attention particulière à ton alimentation. T'es accompagné là-dessus ou tu t'auto-coaches aussi? Non, je m'auto-coach. Je me fais à manger moi-même. Je suis pas accompagné. Alors, pour la vie de tous les jours. Après, je fais pas forcément gaffe à ce que je mange, mais je suis pas quelqu'un qui mange non plus de trucs trop gras. Je vais rarement fast-food et tout. Mais de toute façon, j'ai bien vu pendant un moment quand j'ai essayé de manger, je dirais plus healthy ou un peu moins, en fait, ça marche pas. Je suis obligé de manger énormément, prendre mon goûter au taf, avant la nage, sinon derrière, je suis pas bien aux séances. Là, en ce moment, c'est surtout l'hiver, c'est essayer de manger pas le plus possible, mais ne jamais avoir faim, ne jamais avoir cette sensation d'hypo pour l'entraînement, parce que je pense que c'est encore pire que je dirais de faire attention, de vouloir perdre, d'être plus léger. En gros, je préfère à la limite avoir 1 kilo en trop et me sentir bien à l'entraînement que d'être tout le temps en hypo parce que j'ai voulu perdre 1 kilo et avoir froid en natte dans le bassin. Donc je fais vraiment pas trop attention, mais j'essaie de manger comme équilibré, des protéines, des légumes, des pâtes, du riz, voilà quoi. Ça, c'est des tips super intéressants que tu donnes, notamment à ce que tu peux ressentir quand t'es, je dirais pas malnutri, mais quand tu t'es pas alimenté suffisamment. Je pense que c'est des symptômes qu'on a tous et toutes rencontrés un jour à l'entraînement. Tu parles d'avoir froid dans l'eau. Bah ouais, t'as beau nager tout le temps dans la même piscine, la température de l'eau elle est tout le temps pareille, mais sauf qu'il y a des moments, si t'as pas assez mangé, je rentrerai pas dans le débat des glucides, pas des glucides, etc. Mais finalement, si t'es déjà un petit peu affamé et que tu te mets dans l'eau, tu vas cramer un nombre de calories impressionnant et c'est là que finalement tu peux soit faire un entraînement qui sera pas efficace, soit vraiment prendre un risque aussi pour ta santé. Bah ouais, exactement. Après tu traînes une fatigue inutile derrière parce que le corps il va compenser
tu peux aussi te blesser quand tu fais ça souvent. Donc maintenant, je prends pas, entre guillemets, je prenais pas de risque avant, mais je prends plus aucun risque là. Même si j'ai pas 1 heure d'entraînement, je vais toujours avoir un gel avec moi, de l'eau, une boisson ISO pour compenser les pertes, que ce soit en glucides, mais aussi en sodium. Et ça, tu gères un peu comme tu gérais tes entraînements, c'est-à-dire à la sensation, ou tu t'es fixé, enfin, t'as déjà fait cette phase de test and learn en tant qu'ingénieur, t'as déjà testé différentes combinaisons, différents moments d'alimentation, différentes fréquences d'alimentation, ou t'apprends au fur et à mesure? J'ai appris au fur et à mesure. Après, je me suis quand même pas mal renseigné. J'ai lu pas mal d'articles sur Internet pour justement essayer de voir les taux de glucides, taux de sodium, taux de caféine qui sont pas mal à ingurgiter par heure, notamment en course. Je pense que c'est un aspect que j'ai vraiment réussi à maîtriser l'année dernière, notamment lors de l'Ironman où j'ai eu aucun problème de nutrition et j'ai tourné à 140 grammes par heure sur le vélo, ce qui commence à être des valeurs pas mal. C'est énorme. Ouais, après je fais quand même 80 kilos. Et ouais, pour le coup, je suis descendu du vélo, j'étais bien et tout le marathon s'est bien passé. Et à aucun moment j'ai eu une sensation de faim ni de problème digestif. Donc c'est un truc que j'ai vraiment réussi à maîtriser, mais ça a pris du temps. Avant sur Alpha, je me suis rendu compte que je prenais pas du tout assez manger, surtout pas assez d'apport en sodium. Et je suis quelqu'un qui transpire pas mal, qui craint la chaleur. Et dès qu'il faisait chaud, en fait, j'explosais parce que je pense que mes réserves étaient faibles et pas assez aussi chargées dès le début. Maintenant, en veille de course, je prends des électrolytes, même s'il fait pas très chaud. Veille de course, matin de course, je précharge en électrolytes pour être sûr d'être blindé de ce côté-là et j'en remets dans les bidons aussi, quoi. Autant manger trop de glucides, ça peut avoir un impact négatif sur ta digestion, sur des problèmes de brûlure d'estomac, etc. Et en course, ça devient un gros problème. Par contre, un peu trop chargé, un peu surchargé en électrolytes, normalement, ça pose pas de problème. Je pense pas, je suis pas expert non plus en nutrition, mais moi j'ai jamais eu de soucis ou j'ai jamais vu des gens qui ont eu des soucis à être trop chargés en électrolytes derrière, quoi. Bon, tu nous disais tout à l'heure que pour la saison 2024, tu prépares Challenge Roth. tu prépares Challenge Roth, mais avant tu vas t'aligner sur quelques courses nationales du longue distance qui sont organisées par l'association Triathlon. Ouais. Alors c'est pas qu'on bégaye, c'est qu'elle s'appelle comme ça, c'est Triathlon. Tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur cette association? Donc j'ai rejoint cette association. Le truc marrant, c'est que David Lacombe, qui gère cette association, m'a appelé la veille de l'Ironman en fait pour me proposer de rejoindre l'asso en tant qu'ambassadeur. C'est un truc qui m'a mis, je me souviens, vachement en confiance la veille de l'Ironman. Je me suis dit putain, c'est cool, il y a des gens qui croient en mon projet et tout. Ça s'annonce super bien. Et donc l'asso triathlon, c'est vraiment le but, c'est de promouvoir le triathlon français et les triathlètes français. En les aidant, que ce soit avec des partenaires, sur des soins médicaux, même sur tout ce qui est communication. Mais aussi, il y a toute l'organisation du circuit national longue distance, là, qui est nouveau. Donc réservé aux pros pour le moment, mais ça devrait être ouvert au groupe d'âge plus tard. Où c'est en fait 4 courses qui existaient déjà avant. Lacanau, Aubernais, Montauban et Royan, ouais, c'est la dernière. Qui vont servir en fait de support à ce circuit-là. Et à la fin, il y aura un classement général avec un prize money. Le but, ça ne va pas s'adresser évidemment, je dirais, au top triathlète français. On verra pas, je pense, Samuel de l'eau ou Léon Chevalier sur ce circuit-là, ou peut-être à Royan, qui est en fait la finale et je dirais la plus grosse course du circuit. Mais c'est un peu comme des triathlètes comme moi, des néo-pros ou des pros qui cherchent encore à monter plus haut, justement de permettre de se développer, d'avoir des courses avec des beaux plateaux en France et pas forcément avoir à aller à l'étranger. Courir à côté de chez soi, c'est un truc, je trouve que c'est un énorme avantage. J'ai découvert que l'année dernière, les déplacements internationaux, c'est quand même fatigant, c'est stressant, ça demande un budget en plus. Et donc là, avoir la chance des beaux plateaux à la maison, un circuit, une association qui gère tout ça, c'est vraiment un plus. Plus l'impact environnemental quand on commence à partir à l'étranger pour faire des courses. Bon, tu me diras, si tu habites à Nice et puis que tu vas faire une course dans le Nord, à Aubernais par exemple, il y a quand même un peu de route, mais l'impact peut quand même être un peu plus limité, notamment en utilisant la voie ferroviaire. Ouais, là, vu que je suis de région parisienne, je pense que je vais quasiment tout faire en train, peut-être à part Aubernais dans l'Est où c'est, je crois, que 5 heures de voiture. Et si on y va plusieurs, l'impact est, je dirais, faible. Faut réussir à mettre 5 vélos sur une voiture, ou alors tu prends une remorque. Ouais, 2 ou 3 maximum, ouais. Comment tu gères justement tout ce qui est déplacement? Est-ce que tu t'organises pour partir soit tout seul par rapport à une course que tu choisis, ou tu pars avec des copains du club et vous retrouvez toujours avec un petit groupe, ou c'est vraiment toi qui choisis
tes courses en début d'année et puis après tu te débrouilles et quitte à trouver après une solution logistique pour partir à plusieurs? Alors non, c'est moi qui choisis mes courses en début d'année. À part si vraiment on s'est mis d'accord avec des potes de faire une course, mais la plupart du temps c'est moi qui fais mon calendrier. Et je vais essayer d'avoir quelqu'un qui m'accompagne sur la course. J'essaie toujours d'avoir quelqu'un. Les peu de courses que j'ai fait tout seul, enfin, c'est vite fatigant déjà. Rien que d'être tout seul, tu penses à beaucoup plus de trucs, t'es plus stressé, alors que quand tu parles à quelqu'un, ça te libère un peu l'esprit. Même en termes d'organisation, d'avoir quelqu'un au départ pour te récupérer une veste, pour prendre ton sac, même te donner des écarts sur le parcours vélo, sur le parcours à pied, c'est quand même un plus. Et rien que d'avoir quelqu'un sur le parcours à pied, moi je sais que ça m'aide mentalement. Je dis bon bah là il y a 3 boucles, à chaque fois je vais passer, souvent c'est ma copine, je vais passer devant elle, elle va m'encourager, elle va me dire des écarts, ça va me remonter le moral, voilà quoi. Et donc j'évite d'y aller tout seul. Parfois j'ai pas le choix et c'est là que je perds le moins. Mais dès que je peux avoir un pote ou ma copine qui m'accompagne, on y va quoi. Qu'est-ce que tu y trouves justement dans cet accompagnement, au-delà du fait que tu puisses échanger, discuter et puis que ça te remonte un peu le moral, mais est-ce qu'il y a autre chose derrière? Est-ce qu'il y a un petit plus, un petit un petit supplément d'âme que ça va t'apporter? Bah ouais, carrément. Je me dis bah il y a des gens qui ont fait le déplacement pour moi. Enfin ils sacrifient pas leur week-end pour moi, mais ils viennent m'accompagner sur la course. Je vais déjà pas essayer de pas les décevoir. Je vais faire mon maximum. C'est plein de trucs. C'est clairement un supplément d'âme pour moi de savoir qu'il y a des gens qui sont derrière moi. Et généralement aussi ma copine essaie en fait de faire un peu une espèce de pas de live sur Instagram, mais de mettre un peu des stories pour que les gens puissent suivre la course. Et je sais que souvent mes potes qui suivent pas forcément le triathlon aiment bien et puis peuvent suivre la course. Et c'est un truc qui mentalement m'aide. Je me dis bon bah il y a des gens qui me suivent, continuez et tout, ça se passe bien. J'aime bien un peu transmettre aussi mon aventure aux gens quoi. Quel impact justement que ta conjointe, ta concubine partage un petit peu ces moments-là avec toi? Déjà, est-ce que vous vous entraînez ensemble ou est-ce qu'elle fait un sport complètement différent? Et puis ça t'apporte quoi en fait? Aussi bien l'entraînement que en compétition, de savoir que tu as ce soutien. Bah c'est top. En fait, elle fait aussi du triathlon. Donc à la base, elle fait de l'athlé, elle s'est mis bien en vélo. Bon, elle nage toujours pas, mais le peu qu'elle nage, ça suffit pour faire quelques triathlons dans l'année. Mais du coup, c'est top, on peut courir ensemble, on peut rouler ensemble. Nos vacances aussi sont souvent orientées autour du sport pour aller rouler, faire de la rando, des trucs comme ça. Et c'est vraiment un plus, même dans la vie de tous les jours, d'avoir quelqu'un qui est compréhensif, parce que c'est quand même, je pense, pas facile. Là, je suis passé avec le 4-5e et le nouveau coach, je fais un peu plus de 20 heures par semaine. Donc c'est clair que souvent le midi, et tous les soirs, je vais m'entraîner, je suis à la piscine, je rentre pas forcément tôt après le boulot. C'est un truc, je pense qu'une personne entre guillemets normale qui fait pas de sport aurait du mal à comprendre. Et donc là, même de pouvoir partager dans un entraînements avec elle, partager des courses aussi, c'est top. Bon, c'est toi qui l'as mise un petit peu au tri ou elle y est venue toute seule? Non, c'est plutôt moi qui l'ai mis au tri. On s'est rencontrés au club d'athlé. Elle faisait déjà un peu de vélo. Et au fur et à mesure, ouais, je lui ai fait mettre une combi et une trifonction et c'est parti. C'est beau le sport, hein. Ça permet de faire des belles rencontres, hein. Ouais. Pas que amicales. Enfin, Voilà. amical plus quoi, plus si affinité. Ouais, non mais non, c'est clair. Super. Et écoute, le podcast s'appelle Devenir triathlète. Oui. Toi qui fais du triathlon depuis pas si longtemps que ça, finalement, comment tu répondrais à la question comment devenir triathlète? Moi, je dirais c'est déjà avoir du temps libre. Non, et 3 fois plus que dans les autres sports? Non, mais je trouve que c'est vraiment un challenge. Triathlon, moi je vois ça un peu comme ça. L'Ironman ou les premiers Alpha Ironman que j'ai fait, je voyais ça comme un challenge. C'est quand même une aventure. Tu pars pour des courses qui vont faire 4-5 heures pour un half, voire plus. C'est un Ironman, ça va de 8 heures les meilleurs jusqu'à 15 heures, 16 heures les moins bons. C'est quand même un effort atypique. Et il y a des gens qui nous prennent un peu pour des extraterrestres, mais moi je trouve ça vraiment incroyable. Tu fais 3 sports qui en soi ont un peu rien à voir, mais ça reste des capacités d'endurance. La diversité de l'entraînement. Et je pense que devenir triathlète, c'est pas forcément être à fond dans les 3, mais se dire ok, je me lance le challenge faire du triathlon, c'est un challenge sportif, mais aussi je dirais d'organisation dans la vie de tous les jours, être capable de s'organiser pour s'entraîner dans les 3 sports et réussir à finir son triathlon.
peu importe que ça soit un S, un découverte ou un Ironman. Ouais, on parle d'Ironman d'ailleurs. Là, tu vas continuer la saison 2024 en tant que pro. C'est bien sur Half que sur Full. Enfin, peut-être pas cette année sur Full parce que tu iras sur Roth, mais je veux dire, dans le label Ironman. Il y a une catégorie pro aussi là-bas, ouais. Est-ce que tu as des velléités d'aller toucher le sable noir d'Hawaï d'ici quelques années en tant que pro? Alors, je dirais pas non, mais après, il y a deux trucs. Déjà, se qualifier en pro, c'est quand même chaud. L'année dernière, on a eu la chance d'avoir beaucoup de Français à Nice, ou même il y a 2 ans à Hawaï, beaucoup de Français, mais les années d'avant, il y en avait un ou deux et c'était le grand max. Et même après, à Hawaï, ça me fait un peu peur parce que j'aime vraiment pas la chaleur. Bon, ça va un peu mieux depuis cette année, puis j'ai travaillé, mais je me dis, putain, je vais aller faire une course là-bas, c'est de la pression ski quand même, parce que bon, c'est les championnats du monde, ça demande un budget pour y aller. Et je me dis, ouais, aller faire une course où je suis pas sûr de réussir parce qu'il va faire chaud, ça va être un bourbier. C'est pas un truc qui me vend forcément du rêve au final à Hawaï. Tu vois, je préfère aller faire Roth ou Embrun ou des courses où je vais prendre du plaisir. Je me dis, putain, c'est cool et tout, que Hawaï, certes, l'ambiance doit être folle, c'est les championnats du monde, t'as tout le monde qui s'entraîne là-bas la semaine avant, les paysages sont beaux au milieu des champs de lave, mais ça me vend moins du rêve que d'autres courses. Ouais, tu sais que tu peux te qualifier, mais pas forcément aller à Hawaï. Hein. Une année sur deux, c'est Hawaï et l'Océanie, ça. Oui, aussi. Mais bon, je trouve ça moche de se qualifier à Hawaï en pro et et d'aller à Nice. Pas moche, mais dommage. Enfin, c'est comme une opportunité énorme. Tu te qualifies une fois, t'es pas sûr de te requalifier derrière, faut y aller, quoi. Ouais. Non, je disais pas refuser la qualif, mais justement choisir la bonne année où tu auras peut-être la chance d'aller faire les championnats du monde d'Ironman à Nice et non pas à Hawaï. Bon, fais gaffe parce qu'il y a les filles aussi en alternance, hein, donc choisis la bonne année. Hein. Ouais. Mais bon, sinon, il va falloir faire pousser les cheveux. Si j'étais à ce niveau de pouvoir choisir l'année où je me qualifie, ça serait beau, mais là déjà, on va essayer de faire une bonne perf sur Ironman et on verra quelle année ça tombe, quoi. Tu glissais tout à l'heure que cette année, tu as travaillé sur l'acclimatation à la chaleur. Comment on travaille ça? Déjà, sur le point matos, j'ai un peu investi. Là, avec mon partenaire, on a fait une trifonction blanche. J'ai repris un casque de chrono blanc pour la chaleur. J'ai acheté aussi le petit bandeau, tu sais, qui est pas mal le promettre, là, avec des pierres de lave. Donc, ça fait un peu gadget, mais franchement, moi, je vois la différence à pied. Et après, sur tout ce qui est l'aspect nutrition, les doses en électrolytes derrière. Et aussi, avant, quand il faisait chaud, j'avais tendance peut-être à un peu diminuer l'entraînement ou éviter de m'entraîner dehors quand il faisait chaud, alors que l'été dernier, il faisait chaud, j'allais quand même faire ma séance. Donc je prenais bien de l'eau avec moi, tout ce qu'il faut en nutrition. Mais vraiment, je me forçais à aller m'entraîner dehors quand il faisait chaud. Et mais pareil, faire de l'home trainer aussi, des séances plus longues, où forcément on avait vite plus chaud en home trainer. Alors je faisais pas, comme certains font, se mettre en kawaii dans la salle de bain avec le chauffage à fond et l'eau chaude, hein, mais j'ai essayé vraiment de m'acclimater comme je pouvais à des conditions chaudes, sachant que quand je dis conditions chaudes, c'est pas Hawaï, c'est au maximum la canicule qu'on va avoir en France. Ouais, fais attention, hein, ça commence à remonter hein, avec les problèmes du climat. À mon avis, bientôt, on sera pas loin d'Hawaï. Ouais, peut-être pas quand même, parce que c'est humide aussi là-bas, mais après, de toute façon, dès qu'il va faire super chaud sur une course, j'évite, mais je trouve ça même contre-productif. Je me dis d'aller faire un half s'il commence à faire 35, 36, 37 degrés. Mauvais pour le corps, pour la récup. Tu peux te mettre dans des états minables de déshydratation et si derrière tu fais une course dans 2 semaines, c'est contre-productif, quoi. Mais le problème, c'est que tu choisis pas, en fait. Moi, je sais que j'avais accompagné un copain, enfin une bande de copains qui avait fait l'Ironman de Vitoria-Gasteiz en Espagne. Il y a 2 ans, c'était une vraie canicule et en fait même en tant que spectateur, moi j'avais du mal à supporter. Alors j'ose pas imaginer ceux qui sont sur le parcours. Mais sauf que tu choisis pas en fait. Tu sais que c'est potentiellement une zone où il va faire chaud, donc à moins de dire j'irai pas faire un Ironman là-bas. Mais toi t'as bien été faire un Ironman à Cascais. Ouais, justement j'ai choisi Cascais parce que c'était fin de saison, fin octobre, et que je savais qu'on n'allait pas avoir 30 degrés. Au final on a eu maximum 20 degrés, je pense, le jour de la course. Et je fais un peu mon calendrier en fonction de ça aussi. Souvent, je suis bien en début de saison en mai. Donc, c'est pour ça que là, je vais enchaîner 2 halfs en mai et début juin aussi au Bernay. Et après, je fais juste Roth. Donc là, Roth, c'est un peu un truc qui me fait peur, la chaleur là-bas début juillet. Mais sinon, le reste du temps, j'essaie de viser des coins où il va faire pas trop chaud en début ou fin de saison. Et si c'est en plein milieu de la saison, juillet, août, plein été, là, je vais essayer de viser plus dans le nord,
des trucs où il risque de faire plus frais. Oui. Ouais, tu sais qu'il y en a qui s'adaptent à la température en prenant des bains d'eau glacée. Ça, c'est pour s'adapter à l'eau froide. Il ne te reste plus qu'à faire la même chose, prendre des bains d'eau bouillante. Pour dans un jacuzzi sur la terrasse à la maison. Ouais. C'est ça, jacuzzi, sauna, hammam. Comme ça, hammam, tu t'entraîneras pour Hawaï, c'est ça? Ouais. Tu feras du home trainer dans le hammam. C'était super sympa, Cédric. Merci pour cet échange. Merci beaucoup de m'avoir reçu sur le podcast. C'était une première pour moi. J'espère que ça va plaire aux gens et je te souhaite aussi bonne continuation pour la suite du podcast. Merci. On aura peut-être la chance de se croiser un de ces quatre sur un triathlon. Moi, en tant que spectateur, parce que je ne roule plus, donc ça va être compliqué de faire du tri sans rouler, comme ta compagne qui fait du tri sans nager, mais bon, on trouvera toujours le moyen. Merci encore, Cédric. Je te souhaite une bonne continuation. À très bientôt. Merci, Arnaud. Salut. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.